Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Alors aujourd'hui les gars, je vous présente une arme qui vient tout juste d'arriver dans mon atelier. Vous la reconnaissez? Voilà, je suis sûr que si. Hein, c'est un Short Magazine Lee Enfield, autrement appelé familièrement SMLE. Et même je dirais encore mieux, le fameux nez de cochon. Bon, c'est un petit peu péjoratif, c'est un petit peu dégradant pour nos amis anglais, parce que c'est nous, les mangeurs de grenouilles, qui avons nommé un petit peu ces armes les nez de cochon. Bon, c'est comme ça, on va passer à côté. Alors, c'est pas la première fois que je vous parle de Lee Enfield. Bon, je pense que vous savez tous, j'ai ce numéro 4 Mark 1, de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il date de 1943. J'ai fait pas mal de vidéos sur cette arme-là, sur le sujet. Je vous incite bien sûr à aller voir la playlist que j'ai, qui est là. Voilà, je suis sympa, hein, je vous la mets en lien. Si vous voulez aller voir toutes les vidéos que j'ai fait sur le Lee Enfield, bah c'est là-haut. Alors celui-là, vous l'avez remarqué, hein, contrairement à celui-là, il se ressemble beaucoup, mais il a quand même une forme différente. Il est un petit peu biscornu, hein, c'est typiquement anglais. Mais c'est un SMLE, c'est un Lee Enfield. Mais bon, pour la particularité, celui-là est quand même beaucoup plus ancien, puisqu'il date de 1916. Et c'était un BSA de 1916. Je vais vous parler un petit peu plus tard de ces fabricants. Et celui-là, je suis à peu près certain qu'il a participé à la Première Guerre mondiale. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. 1916, on est en plein dedans. Donc, pour la particularité de cette arme, déjà, c'est un SMLE Mark III étoile. Alors, pour être un petit peu plus précis, c'est un SMLE numéro 1 Mark III étoile. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans l'historique des Lee Enfield. Je pense que c'est encore plus complexe que l'administration française, mais là, on est plutôt à la sauce, à la menthe anglaise. C'est aussi complexe. Voilà. Ouais, c'est très complexe. Et en fait, ces fusils-là, ils avaient différentes variantes. Donc, je vous ai dit que c'est un numéro 1, Mark III, étoile. C'est chaud à comprendre, hein, quand on n'est pas initié. Honnêtement, il vaut mieux avoir un petit bouquin et essayer de comprendre. Alors, des bouquins, il en existe sur les Lee Enfield. Il y en a plein et je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans ce domaine. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces Lee Enfield, donc que ce soit sur le SMLE ou sur le numéro 4, ils descendent tous d'un fusil initial qui était en utilisation à l'époque en Angleterre à partir de 1888, c'est le Lee Metford, qui a été décliné, transformé, modifié au fur et à mesure des années. Ils sont passés par un modèle Lee Long, et donc, avec toutes ces modifications, est arrivé début 1900, 1904 de mémoire, le numéro 1, qui a été encore modifié par la suite, au fur et à mesure des années, en ajoutant le fameux Mark. Alors Mark, c'est pas Mark et Sophie des années 80, hein, dans les séries. Non, c'est Mark MK. Et dans la série des MK, il y a MK1, MK2, MK3. Voilà, c'est chaud patate. Hein. Et il y a des sous-variantes dans ces MK. C'est pourquoi il y a des étoiles. Alors, des étoiles, généralement, je pense que sur les Lee Enfield, il n'y en a qu'une seule qui se rajoute. J'ai un Enfield, c'est un revolver en 38 spécial. Je crois qu'il a 2 étoiles. Donc, en fait, c'est encore une variante. Rien à voir avec les fusils. Hein. Mais bon, les Anglais, dès qu'il y avait une variante, ils mettaient soit un Mark, soit une étoile. Voilà, c'est... On peut s'y retrouver quand même, hein, c'est pas si compliqué que ça. Alors comme je vous ai dit, ces fusils, c'est initialement, donc ceux-là, c'est des numéros 1. Ça a été vite balayé ce numéro 1. Familièrement, on a dit plutôt c'est un SMLE Mark III. Voilà. Donc en fait, les Lee Enfield, c'est décliné en numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Le numéro 5, c'est une Jungle. Numéro 6, numéro 7, jusqu'à 9. Qui sont des fusils d'entraînement en 22 longs rifles. Vous voyez, en suivant les années, hein, ça a changé de numéro, mais c'est impressionnant, hein, la nomenclature anglaise, c'est assez vaste. Hein. C'est assez vaste, un peu comme
les fusils français, les Masses, les Berthier, enfin bon voilà. Mais c'est vraiment intéressant, hein. Moi j'adore les fusils anglais, ils ont une certaine classe, c'est un petit peu difforme, hein, c'est typiquement anglais quoi. J'adore. Alors, côté fabricant, il y en a une multitude. Généralement, c'est marqué ici. Sur ceux-là, sur les lits, alors c'est plutôt marqué sur le côté ici. Alors, généralement, sur le numéro 4, c'est plutôt des armes, alors, soit anglaises, mais c'est principalement US Property, enfin fabriqué soit aux États-Unis, soit fabriqué au Canada. Bon, celui-là, c'est un anglais, j'ai de la chance d'avoir un anglais. C'est un Rauf Malby, d'après les numéros de série. Ce qu'il faut savoir, alors celui-là, c'est un BSA de 1916. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait des manufactures royales qui étaient censées fabriquer des fusils donc, pour l'armée, dont la RSAF, hein, je vous marque ce que c'est. Il y avait Sparks Brook aussi, une usine qui a disparu depuis bien longtemps. Mais BSA ou LSA, c'est quoi ces fabriques ? Ce sont des fabriques privées. Comme par exemple Peugeot à certaines périodes en France, ou Renault qui étaient des fabricants de cycles, des fabricants de vélos. BSA fabriquait des petites motos, fabriquait des vélos, fabriquait des ustensiles pour la cuisine de tous les jours. Et période de guerre, ils ont été réquisitionnés pour fabriquer ces petites merveilles, des fusils, des armes, pour le contingent, pour l'armée anglaise. Et donc le mien, c'est un BSA, donc pour Birmingham Small Arm. Alors LSA par exemple, ça veut dire London Small Arm. Bon, c'est pas très compliqué. Certains peut-être connaissent Rauf Farzar-Kelly, quelque chose comme ça. Alors ça c'est bien après, hein. C'est des usines qui ont été montées pour la fabrication des numéros 4 principalement, alors aussi ceux-là, parce qu'ils ont été fabriqués jusque dans les années 60, principalement en Inde, chez Ijapor, je crois, si je le prononce bien, ou Issapor. Et donc en fait, ils ont été construits depuis sur une très très longue période, hein. Au moins les numéros 1, Mark III, étoile. Et donc les fabricants donc, privés fabriquaient, hein, à période Première Guerre mondiale, fabriquaient des armes comme ça. Donc c'est pour ça que vous retrouvez ici certainement des poinçons. Donc là il y a marqué BSA. Hein. BSA, il y a un petit GR dessus. Et ça correspond en fait au roi qu'il y avait à l'époque. Alors c'était le roi George, donc ça va être George Rex. Le roi George, peut-être que c'est George V, je ne sais pas du tout, et ça correspond en fait au roi qu'il y avait à l'époque en Angleterre. Donc oui, effectivement, moi je vous ai parlé des Rauf Farzar-Kelly, Rauf Malby, là pour le numéro 4. Bon, c'est des usines qui ont été montées pendant la période Seconde Guerre mondiale, donc qui ne concernent pas vraiment cette arme. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était à cause du Blitz, à l'époque, avec les Allemands qui attaquaient l'Angleterre et qui, bien sûr, tapaient sur les usines d'armement. En fait, ce sont des usines qui ont été montées, disséminées un petit peu dans la campagne anglaise pour pouvoir fabriquer des armes en étant un petit peu plus tranquille. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces usines privées ont été très utiles. De toute façon, que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs, c'était inévitable que des usines civiles puissent travailler pour la sauvegarde du pays, là où il était en tout cas. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait cette arme-là, les numéros 1, donc les SMLE en général, donc SMLE numéro 1 Mark III jusqu'à étoile, ont été construits de 1904 jusque dans les années 60. Hein. 60, ça pousse quand même assez loin. Donc, et principalement fabriqués en Inde. Hein. Donc pour les troupes anglaises, mais aussi du Commonwealth. Donc le Commonwealth, c'est tous les États qui étaient sous domination à une certaine période anglaise, donc le Canada, l'Inde, l'Australie, enfin il y en a eu plein. Hein. J'ai vu quelques petites photos dans les années, des années 80, hein, j'ai vu des photos même de moudjahidines afghans qui avaient ce type d'armes pour se battre contre les soviétiques, donc pendant la guerre
Eh bien, en Afghanistan. C'est dire que ce fusil a été répandu sur toute la planète. Bon alors, les caractéristiques de cette arme. 1m13, 4 kg, le canon fait 63,5, un magasin de 10 cartouches, alimenté par des clips comme ça, donc 10 cartouches. Et alors, c'est pas un chargeur, hein. Bien que le magasin puisse s'enlever assez facilement. Alors, je sais pas si je vais y arriver tout de suite comme ça, là. Comment ça s'enlève? Oui, voilà, ça s'enlève comme ça. Vous voyez, c'est assez simple. Mais c'était pas fait pour. Voilà, donc c'est un magasin. On empilait les cartouches dedans et ça allait plutôt bien. La vitesse de la cartouche, initialement, c'était 744 mètres secondes. Mais ça, je pense que ça dépendait certainement aussi de la cartouche employée. Donc là, c'est une source Wikipédia que je vous ai trouvée, il n'y a rien de certain. Et puis la portée, alors portée pratique, c'était 500 mètres, 500 yards. 500 yards, portée maximum, alors là aussi, c'est une source un petit peu discutable, c'est 1830 mètres. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça, sachant que la hausse ici va jusqu'à 2000 mètres. Yards, putain, j'en veux. Excusez-moi, mais c'est vrai que c'est des yards. Moi, on est plus habitué au mètre en France, hein, ben là, c'est des yards. Voilà, comme aux États-Unis. Donc, ouais, 2 milliards, ouais, c'est peut-être ça, remarquez. Vous voyez, 1830 mètres, ça peut-être correspondre. Voilà, je dis peut-être une bêtise. Ils ont peut-être bien raison chez Wikipédia. Bon, j'ai envie de vous parler un petit peu de cette arme. Alors, déjà, cette arme, je vous ai parlé un petit peu vaguement de l'ensemble des Lee Enfield, enfin, du moins des SMLE Mark III. Celui-là, c'est un modèle de transition. Pourquoi c'est un modèle de transition? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui ont disparu de cette arme initialement par rapport au numéro 1 Mark III. Alors je vous ai dit, c'est un Mark III étoile. Qu'est-ce qui a disparu là-dessus? Qu'est-ce qui a été modifié par rapport aux anciens? Eh bien, il y a pas mal de choses finalement. Je pense que ceux qui sont amateurs de ces armes-là ont entendu parler du cut-off. Le cut-off, c'était une pièce qui se trouvait ici. Juste là. Le cut-off, ça servait à quoi? En fait, c'était une petite lamelle en ferraille, en métal, qu'on venait sortir ou rentrer. Quand on mettait les munitions dedans, on en mettait 10, et on pouvait fermer ce cut-off. On pouvait actionner la culasse sans problème, et on pouvait, donc normalement, le tireur pouvait utiliser, mettre des munitions une par une, et pouvoir tirer. Il avait une réserve de 10 cartouches. S'il ouvrait le cut-off, ça permettait de faire remonter les munitions. Et là, il avait une disposition à tirer 10 cartouches d'affilée sans problème. Bon alors, j'ai lu dans un bouquin que en fait, les soldats à l'époque n'avaient pas le droit d'utiliser, enfin sous certaines conditions, le cut-off. C'est-à-dire qu'au combat, moi ce que j'ai lu, c'est quand même impressionnant, c'est que les ennemis, s'ils arrivaient en dessous de 400 yards, là, l'officier qui commandait les tirs leur disait « Ok, ouvrez le cut-off, vous pouvez tirer et défourailler tout ce que vous voulez. » Mais là, c'était en fait une restriction, peut-être un petit peu stupide, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'économiser les cartouches. Donc voilà, ce cut-off, ça servait un petit peu à ça. C'est un petit peu bizarre. Bon, sur celui-là, il n'y en a pas. C'est pas grave. Ici, là, la crosse, vous avez peut-être remarqué aussi qu'il n'a pas de disque. Alors, le disque, c'est un disque d'identification de régiment. Il n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas? Parce qu'à partir de 1916, je vous ai dit, c'est une bascule, à partir de 1916, tous les disques ont été supprimés des armes. Pourquoi ça a été supprimé des armes? Parce qu'en fait, pendant les combats, les armes, des fois, elles se retrouvent à terre. Et l'ennemi pouvait récupérer les armes. Alors, ça ne les empêche pas de servir, mais en fait, c'était un indice précieux pour savoir qui ils avaient en face. Donc quand il y a le régiment de marqué, les Allemands à l'époque, hein, ou les gens avec qui ils se battaient, contre qui ils se battaient, pouvaient savoir qui était en face. Donc en fait, ils ont supprimé cet indice peut-être précieux pour le renseignement, peut-être allemand. Voilà. Vous avez vu, le fusil est quand même assez noir. Pourquoi c'est assez noir? Alors il n'est pas forcément sale, c'est que c'est un bois, c'est du noyer. Le noyer, c'est foncé. C'est un fusil qui est en 4 parties au niveau du bois. Vous avez la crosse, vous avez le fût qui est en dessous, qui va jusqu'au bout, le garde-main avant et le garde-main arrière. Le garde-main arrière, il est juste clipsé comme ça. Alors je ne vais pas vous le démonter ici. C'est du bois et c'est foncé, c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas bien grave. Les Anglais, les amis, ils ont fait quelque chose de très bien, je trouve.
Les soldats à l'époque, c'est comme maintenant, chaque personne pouvait être différente au niveau taille, au niveau masse, enfin bref, chaque personne est différente. Et les Anglais, ils ont eu la brillante idée, en fait, de faire des crosses, donc cette partie-là, différente de celle du voisin, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, sur le dessous, ici, il y a un petit poinçon qui indique la taille. Il y avait 3 tailles différentes, donc S, M et L. Donc small, medium et large. Sur le mien, il y a un M, c'est un medium. Et ça, c'est bien utile. Franchement, c'est bien utile. Alors, pour finir avec la crosse, vous avez peut-être remarqué, ici, on a une plaque de couche qui est en laiton. Ça, c'est typique des armes de Première Guerre mondiale. A contrario des Lee Enfield, qui ont une plaque qui est en zamac. Normalement, c'est en zamac, ça peut peut-être varier. Alors, si vous voyez du laiton ici, c'est que c'est échangé. Hein. C'est quasiment la même forme, je dirais même que c'est la même forme, avec une petite ouverture ici. Alors, c'est peut-être plus facile à ouvrir sur celui-là. Il y a une petite ouverture ici. Voilà. Une petite ouverture ici où on trouvait normalement, alors moi il y a un petit tube, je pense pas qu'il soit d'époque parce que normalement c'était en laiton ça aussi, donc c'est pour un petit pot de graisse, un petit pot pour huiler, et il y avait aussi le lavoir, c'était une ficelle avec une petite goupille, c'était pour pouvoir nettoyer le canon. C'est pas fini les transformations parce qu'en fait, je vais vous montrer quelque chose. Alors, ici, je sais pas si vous le voyez, il y a une petite partie qui est un petit peu plate. Une petite partie plate. Alors, c'est pas une erreur, c'est en fait, comme je vous ai dit que c'était un fusil qui était de transition, en fait, ici, normalement, il y avait le dual sight. En fait, c'était des organes de visée qui étaient faits pour le tir longue distance. Donc, en fait, il y avait une sorte de cadran ici, avec ici, normalement, une mire qui se levait. On pouvait regarder, donc c'était vraiment pour tirer très loin. Donc ça a été supprimé. Ça a été supprimé parce que ça ne servait pas à grand chose dans les tranchées, honnêtement. Et puis ça coûtait cher. Parce que ce fusil, mine de rien, coûtait assez cher à l'époque et en fabrication. Petite particularité, la hausse. La hausse, alors moi j'ai de la chance, c'est une hausse qui est réglable dans tous les sens. Elle est réglable donc en hauteur, avec une petite molette ici pour actionner, donc à chaque quart de tour, à chaque cran, ça avance de 25 yards, si je ne me trompe pas. Et puis la particularité, c'est qu'en fait, elle est dérivable cette hausse. Et ça a changé à partir de 1916. Donc moi j'ai de la chance, j'ai l'ancienne version. Et ça, je peux vous assurer que c'est hyper pratique quand vous tirez, parce que pour les tirs que j'ai fait, que vous verrez par la suite, j'ai touché à ça et vous verrez les tirs, ils sont pas si mal que ça. Voilà, donc en fait, c'était une hausse qui a été étudiée. Enfin, c'était en collaboration un petit peu avec, je l'ai lu dans un bouquin, c'était un petit peu étudié en collaboration avec les tireurs sportifs de l'époque, donc en Angleterre, parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'écoles de tir en Angleterre à l'époque, un petit peu de notre FF tir en France, mais bon, on n'est pas 200. Voilà. Eux, ils n'étaient pas 250 000 tireurs, hein, ils étaient peut-être pas loin d'1 million. Donc à l'époque, les armes. On en avait moins peur que maintenant, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de cette arme. C'est une arme qui est superbe. Moi, honnêtement, je préfère cette arme-là à celle-là, mine de rien. Et pourtant, j'ai une hausse micrométrique et tout. Mais je sais pas si vous regardez, si on voit la différence. Le guidon, c'est le même. Hein, que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même largeur, même hauteur, enfin la même hauteur, ça peut varier hein, bien sûr, hein, suivant si on change le guidon, mais en fait la prise de visée est complètement différente. Là la prise de visée sur le CMLE est ici, là on rajoute au moins 40 cm par rapport au Lee Enfield numéro 4. Et on a un œilleton. Alors honnêtement, personnellement, moi je préfère cette visée là à l'œilleton. Mais ça c'est une histoire de goût. Et une histoire aussi de physique, parce que moi je suis un petit peu myope, et en fait cet œilleton il est tellement près de l'œil, qu'il est complètement flou. Et malheureusement, il y a différents œilletons sur les numéros 4. Il y a des petits œilletons et des gros œilletons. Donc il est préférable quand même d'avoir un petit œilleton, un petit trou. Voilà, des fois on ne choisit pas, malheureusement. Donc ouais, clairement, moi je préfère carrément ce
SMLE par rapport à celui-là. Je vais parler aussi des munitions. Alors ça c'est des munitions qui sont d'époque, alors Seconde Guerre mondiale. Les clips, vous avez vu, c'est deux modèles différents. Honnêtement, là c'est plutôt un modèle qui est récent, même je dirais neuf. C'est assez raide, j'aime pas trop. Peut-être qu'il faut qu'il se fasse. Mais en tout cas, ce que j'aime pas, c'est que ça raille les douilles. Alors moi, je suis un peu près de mes affaires et j'aime pas en fait que ça abîme en fait les douilles. Bon, les douilles, c'est des douilles, hein. Vous allez dire, vous êtes rigolé. Mais en tout cas, avec ces clips-là, ben, moi, je les préfère largement. Je sais pas pourquoi. En tout cas, ils sont très jolis, ils sont bien faits. Et ça marche très bien. Regardez, hop, on fout ça là-dedans. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Bon, j'ai mis les munitions, mais je ne vais pas les tirer. Mais par contre, restez un petit peu, il y a les tirs qui viennent maintenant. Allez, c'est parti donc pour ces essais. Je commence à 50 mètres, hein, les gars, parce que moi, cette arme, je la connais pas beaucoup. Et pour la petite anecdote, juste avant de filmer maintenant, j'ai mis une cible à 50 mètres, j'ai tiré une seule cartouche et j'étais dans le 10. Donc c'est un bon présage. J'espère que pour la vidéo, pour une fois, eh ben, j'aurai de beaux cartons. Donc je vais prendre mon temps. Petit clip de 5 à 50 mètres. Et puis si ça se passe bien, on poussera à 100 mètres. Il n'y a pas de raison. La dernière fois, j'avais déjà fait quelques essais avant de cette arme, là, pas aujourd'hui, mais il y a quelques temps déjà. Hein. Ben, j'avais eu d'excellents résultats. Voilà. Ben, bien sûr, c'est sans filmer. Et comme je le dis à chaque fois, quand on filme, c'est généralement moins bon. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a déjà le stress de filmer, le stress de parler, se concentrer en même temps, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, essayez de faire des vidéos de votre côté et puis vous allez voir de quoi je parle. Allez, c'est parti. Donc je vise plein centre. Pour une fois, je vais écouter les conseils de certaines personnes qui me disent « Mais pourquoi tu ne tires pas plein centre ?» Aujourd'hui, les gars, je vais tirer plein centre. Alors, il y a un point dur sur cette arme. Et ça part direct après. Un tout petit peu bas. Ok. Waouh. Hey, pas mal. Elle cartonne. Ouais. Franchement, bon, on est à 50 mètres. Hein. Vous excitez pas. Il n'y a rien d'extraordinaire pour une arme comme ça. Voilà, c'est rare quand j'ai des résultats en vidéo comme ça. Bon, je le répète encore une fois, c'est 50 mètres, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais honnêtement, c'est vrai que comparé au numéro 4 que je vous ai montré juste avant à la maison, moi les organes de visée, qui sont largement plus loin, et ben, en fait c'est bien plus adapté à mon œil. Parce que je suis myope, hein, vous avez vu, j'ai des lunettes. Et moi, les organes de visée qui sont très près de l'œil, et notamment les œilletons, c'est tellement flou qu'on a du mal à placer. Moi j'ai du mal à placer cet œilleton. Hein, et honnêtement, je préfère largement ce SMLE, les organes de visée du SMLE, qui sont super fins. Et pour la précision, je trouve que c'est nettement mieux. Allez, je passe à 100 mètres. Allez, 100 mètres.
Alors les munitions, c'est de la munition rechargée, hein, c'est de la PPU Partisan. Tout ce qu'il y a de plus classique chez moi, j'achète très très rarement des munitions manufacturées. Les munitions de surplus, bon, c'est pas la peine d'en parler pour les 303 British. Hein, alors je dis pas qu'on peut pas en trouver, mais d'époque. Mais bon, j'ai déjà essayé, vaut mieux toutes les démonter, vérifier l'amorce, même pas vérifier, c'est changer l'amorce. La poudre, alors poudre à cordite, moi je déconseille. Hein. Poudre à cordite, c'est corrosif. C'est des filaments, hein. Je vous montrerai une petite photo. C'est des filaments, généralement on trouve ça sur les munitions anglaises. Les munitions canadiennes, les munitions américaines, c'est de la poudre, tout ce qui est plus traditionnel. Ça ressemble beaucoup à, je sais pas moi, la Tubal 5000, la Tubal 3000, la Vitavori, c'est des granulés, enfin bon. Ça va bien. Alors il y en a aussi qui sont super fines au niveau des poudres. Donc aujourd'hui les amis, moi je vous ai préparé des munitions. C'est ce que je tire généralement. C'est les mêmes ogives que j'utilise pour le Mosin Nagant. Donc c'est du PPU 311 en 174 grains. Voilà, c'est du classique de chez Classique. À 50 mètres, c'est pas mal. Là maintenant on est à 100 mètres. Je vais pas toucher les organes de visée. Là ils sont en yards et je suis entre 150 yards et 200 yards. Je sais pas, voilà, je découvre un petit peu cette arme en même temps que vous. Hein. Donc la dernière fois à 100 mètres, les tirs étaient légèrement remontés. Donc je vais viser bas visuel pastille rouge, si j'arrive à l'avoir, parce que 100 mètres c'est un peu limite quand même. Hein. Et on regarde ce que ça donne ensemble. Alors effectivement, la pastille rouge, on la voit, je la distingue pas. Alors on va essayer de la deviner. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. En fait, je suis un peu dans la pénombre, encore une fois. Hein. Je serai en pleine lumière. Je verrai bien les organes de visée qui sont totalement noirs. Et le problème, c'est que noir, guidon noir sur hausse noire, ah putain, on a du mal à voir. Hein. Ouh, la belle rime. Ah, ça claque fort hein, quand même, c'est 303 British. Pas mal. Hein. Franchement, il est super ce fusil. J'adore. Ah, c'est bizarre ça. En bas à droite. Ouais. Je suis un tout petit peu déçu. Bon allez, je vais en tirer 5 de plus. On va pas se laisser abattre. Hein. Très très sympa ce fusil. Très sympa. Depuis le temps que j'en voulais un. Ouais. Ouais. Allez, la dernière. Hey, bien, très bien. Très bien ce fusil. Très bien. Ouais. Elles ont de la gueule, ces armes anglaises. Il n'y a pas à dire. Elles ont de la gueule. Ce que je pourrais peut-être regretter sur ce fusil, c'est la teinte du bois. Bon, je vous ai dit, c'est du noyer. C'est un peu foncé. J'aime un petit peu les armes un petit peu plus claires. Mais ça, c'est une question esthétique. Mais
putain, quand on voit la gueule de ces armes qui sont un petit peu difformes, vous avez vu le bois qui replonge ici, enfin c'est... Putain, c'est typique anglais, hein. La période voulait ça, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont, vous qui êtes passionnés certainement des armes, enfin de la période Seconde Guerre mondiale chez les Anglais, putain, il y avait des avions qui avaient des formes bizarres, enfin c'était typique, hein. C'était, je sais pas, typique des années 30, typique des années 20, des armes qui étaient super bien faites, qui étaient pas prévues pour la guerre initialement, plutôt pour le tir sportif. Ils faisaient les choses bien à l'époque, et après ils ont fait des choses qui étaient... Alors c'est des armes qui coûtaient relativement cher, hein. La hausse, ils l'ont changé par la suite, hein. La hausse réglable en latéral, ils l'ont supprimée, c'est pour baisser les coûts de fabrication. Ils ont modernisé cette arme-là, justement pour faire baisser les coûts le plus possible, parce que la guerre, mine de rien, la guerre ça coûte cher. Donc ils étaient obligés. Voilà. Bon, bah écoutez, pas mal, hein, ce tir à 100 mètres. C'était, voilà, je suis sûr, ouais, je suis content. Je suis content. Bon, on essaye à 300, les gars. Alors 300, c'est maintenant. Bon les amis, je vous ai dit 300 mètres, ben ça y est, on y est. 300 mètres, on est chez les arquebusiers du pays d'Ancenis qui nous accueillent aujourd'hui, qui m'accueillent aujourd'hui. Et donc pour tester ce SMLE. Alors j'ai tiré quelques cartouches avant, essayer de me chauffer un petit peu, il y en avait un petit peu partout sur la cible. La hausse, il a fallu que je la monte au moins à 400 yards, 400 et demi quasiment. Et bah, c'est pas évident, hein, c'est tout petit, hein. Les organes de visée sont hyper fins, la cible est très loin, 300 mètres. Hein. Et puis, comme je vous ai dit précédemment, tout est noir dans cette hausse. Et la cible là-bas est noire aussi. C'est pas évident. Bon, on va tirer, je vais tirer 5 cartouches. Et puis, on regarde ce que ça dit. Allez. Cible 3. Je vais mettre ça ici. Bas visuel noir. Ok, le 4. Alors, c'est marrant, je suis bas visuel noir et je tape bas visuel noir, effectivement, un petit peu à gauche. Bon. Alors là, je suis même pas sûr d'être dans la cible. Ah, le 7 à 6 heures. Le 5 à 6 heures. Ça mériterait que je remonte un tout petit peu la hausse. Bon, je vais rester comme ça, hein. De toute manière. Et si ça se sert à peu près dans cette zone-là, c'est un bon point. Le 4 à gauche. Le 4 à gauche. Ah oui, je l'avais pas vu. 4 à gauche. Ouais, je suis tape. Pour la hauteur, c'est pas mal, mais. Faudrait que je monte un petit poil. Allez, on va faire 5 de plus. Ouais, toujours au même endroit. Le 8, je pense, à 4 heures.
Le 8 à 6 heures. J'ai pas vu. Le 3 à 6 heures. Le 3 à 6 heures, ok, d'accord. Le 6 à 9 heures. Ok, 6 à 9 heures. Bon. Bah écoutez les amis, c'est plutôt sympa ce Lee Enfield SMLE. On va rester comme ça sur la table. Hein. Ouais, je suis moqué par mon spotter. Écoutez, ça passe le SMLE. Merci Thomas pour cette... Bon, heureusement que tu es là parce que honnêtement, difficile à voir. Hein. Mais c'est une arme qui est vraiment sympa. Alors, on t'entend. T'en as un, t'en as pas un, toi, SMLE? J'en ai un, ouais. T'en as un. J'ai tiré genre 10 cartouches avec, c'est tout. D'accord, il faudra peut-être... Histoire de voir s'il fonctionnait, c'est tout. Voilà, ok. Bon, celui-là, il est super beau. Il est très agréable au tir. Alors, vous avez vu à 50 mètres, franchement, c'était du régal. Bon, c'est 50 mètres, là on est à 300, c'est complètement différent. Mais et bien sûr, j'ai pas d'entraînement. C'est la toute première fois que je tire à 300 mètres avec cette arme. Les organes de visée, c'est un petit peu compliqué, c'est fin. Là, on est un petit peu dans la pénombre, on n'y voit pas très bien. Il faudrait que ce soit beaucoup plus éclairé. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. Mais en tout cas, je suis très content de ce SMLE. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit précédemment, je préfère celui-là au numéro 4. Mais c'est sans problème. Allez, ciao, à bientôt.